bonjour à tous. Alors donc effectivement, pour introduire ce sujet qui nous passionne, ce que je vous propose tout simplement, c'est de partager avec vous ce que je vis en ce moment chez Carrefour. Il y a pas mal d'actualités en ce moment. Et je pense qu'au travers de l'exemple que je vais partager avec vous, on pourra facilement finalement extrapoler à plein d'autres entreprises. Et je pense que vous allez y retrouver vous-même pas mal de similitudes. Et donc je vais vous parler, en fait, tout a commencé en janvier, je vais vous raconter une histoire, pardon. Tout a commencé en janvier 2018, puisqu'en janvier 2018, c'est en janvier 2018 que notre PDG nous a tout simplement annoncé notre plan stratégique sur les prochaines années, le plan Carrefour 2022, donc un plan très clair sur 5 ans avec différents piliers. Parmi ces piliers, un des 4 piliers donc, de notre stratégie, il y a le pilier omnicanal. Donc il y a une forte ambition côté Carrefour. C'est pas très original, hein, il y a pas mal, je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là, mais il y a une forte ambition sur l'omnicanal, de développer l'omnicanal, et en particulier l'omnicanal alimentaire. Et avec un chiffre, en fait, comme ça au moins c'est clair, l'objectif c'est à horizon 2022 atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le e-commerce alimentaire. Une fois qu'il a dit ça, nous à la Supply, on était comme des dingues, quoi. On était super excités par ça, pour plein de raisons. Parce qu'en fait, une fois qu'on a dit qu'on doit faire 5 milliards en 2022 sur le e-commerce alimentaire, pour la Supply, il y a pas mal de questions, enfin de défis en fait, et de challenges qui se posent. J'en vois au moins 3 comme ça. Il y a un défi qui est le défi finalement de comment je vais produire 5 milliards de commandes unitaires de préparation finale de chiffre d'affaires à horizon 2022. Quelle capacité de production, quel modèle pour le produire, sachant que le e-commerce alimentaire, c'est en termes de complexité de supply chain quand même, c'est un bon niveau, quoi, hein. C'est des produits évidemment frais, secs, surgelés, dates courtes, très variables en gabarit, faible valeur unitaire, des flux hyper tendus, une exigence du coup du consommateur final, parce que dès qu'on touche à l'alimentaire, il faut être parfait. Bref, c'est un très gros défi. Donc comment déjà je produis ça ? Deuxième défi, et c'est là où ça devient aussi vraiment, je trouve, intéressant encore plus intéressant, je dirais, pour la supply chain, c'est comment je contribue à atteindre ce 5 milliards. C'est pas juste comment je l'accompagne et je produis mes 5 milliards, c'est comment je participe à cette croissance par le service que je vais offrir à nos clients. Donc par justement des commandes qui sont conformes à ce qu'on a commandé dans les temps. Il faut savoir qu'en moyenne, hein, nous on a sur le e-commerce alimentaire, il y a en moyenne 45 produits par commande. Donc 45 produits par commande, pour avoir des commandes complètes, il faut être très très exigeant. En fait, si j'ai 0,3% de manquant, j'aurai 95% de commandes complètes. Donc, si je veux arriver à 100% de commandes complètes, il faut que j'ai 0,0000. Donc c'est un niveau d'exigence très fort. Sur le délai aussi, hein, le délai est très court. Une demi-heure de retard sur du e-commerce alimentaire, le client il est foudrage. Donc comment par mon service, par un service exemplaire, je vais accompagner la croissance ? Troisième défi, il y en a d'autres, hein, mais je vous dis les 3 principaux, on va dire. Comment je fais tout ça de façon rentable ? À Carrefour, on est une entreprise cotée, voilà, il faut qu'on soit rentable. Et être rentable dans le e-commerce, d'une manière générale, c'est pas facile. Dans le e-commerce alimentaire, c'est complexe. Et donc moi, supply chain, comment je vais aider le business à trouver un modèle rentable par de l'innovation, là encore, par du modèle, tout ça. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement, je trouve que cet exemple déjà illustre bien à quel point, si on avait encore des doutes, la supply chain va être justement au cœur des décisions stratégiques de l'entreprise. On va du coup être complètement intégré avec le patron du e-commerce, des magasins, parce que là on est dans de l'omnicanal, le modèle il peut très bien être préparé en magasin évidemment, avec l'IT, avec le contrôle de gestion, avec en fait l'ensemble des fonctions, et on va participer à la stratégie. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles désormais, c'est assez récent chez Carrefour, le patron supply chain est membre du comité exécutif, ce qui n'était pas encore vrai il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est pas que grâce, j'ai envie de dire, au e-commerce et à l'omnicanalité,
La supply B2B a aussi énormément d'enjeux et maintenant repositionnée également au plus haut niveau, puisque là aussi les défis sont énormes. Il y a de plus en plus de magasins de proximité, de franchisés, qui est aussi finalement une forme de client final. Donc pour toutes ces raisons, voilà, on place vraiment la supply au niveau stratégique de l'entreprise. Donc du coup, une fois qu'on a dit ça, avec quel talent, puisque c'est le thème du sujet. Donc il y a deux volets. Ça va faire l'introduction quelque part des deux tables rondes qui suivent. Il y a déjà quel profil on va attendre désormais du patron de la supply chain par rapport, par exemple, à tout ce que je viens de vous dire. Et là encore, je ferai le parallèle avec ce que je viens de vous expliquer sur le e-commerce alimentaire de Carrefour. Donc si on commence déjà par le patron de la supply chain, bah, évidemment, si la supply chain est au cœur de la stratégie de l'entreprise, le patron de la supply chain, déjà, on va attendre de lui qu'il ait un minimum de sens stratégique. Donc il faut impérativement désormais, d'être au COMEX de l'entreprise, ça nous engage aussi. Et il faut qu'on soit capable de discuter de stratégie supply chain, mais pas que, parce que finalement la stratégie de la supply chain, elle est au service de la stratégie de l'entreprise, et donc il faut qu'on puisse être même capable de contribuer à échanger, à partager sur la stratégie de l'entreprise. Donc il y a un niveau du coup d'exigence sur un patron supply chain désormais qui se pose en non seulement il doit être capable de gérer bien sûr le day-to-day, le quotidien, mais d'être capable aussi de voir un peu plus loin. Si je fais le parallèle toujours avec ce que je viens de vous dire sur mon e-commerce et mes 5 milliards à aller chercher, ben finalement, je vais devoir dès maintenant me dire, OK, pour traiter 5 milliards en 2022, je vais avoir besoin peut-être sur des zones très denses d'entrepôts dédiés que je vais mécaniser et je vais avoir besoin de temps sur Paris, sur Lyon, etc. A contrario, sur des zones peu denses en termes de zones de chalandise, je vais plutôt m'appuyer sur mes magasins. Là, je vais en avoir besoin d'une centaine si j'estime qu'un magasin est capable de produire tant, etc., etc. Je vais le timer dans le temps. Et finalement, tout ça, je vais le faire évidemment avec mes pairs, avec mes collègues. Et c'est là où on arrive sur l'autre aspect extrêmement important de ce qu'on va attendre du patron supply chain, c'est l'ouverture. L'ouverture, d'être ouvert, j'enfonce un peu une porte ouverte, c'est le cas de le dire. J'entends ouverture de façon pas mal multidirectionnelle, déjà en transverse. Donc effectivement de travailler en transverse avec ses collègues. Typiquement, dans ce que je viens de vous dire, quand on dit on va aller chercher 5 milliards, comment on va le faire? Est-ce qu'on va miser énormément sur les produits frais? Et dans ce cas-là, il faut que j'imagine une supply chain qui fasse vraiment la part belle aux produits frais avec des zones, etc., à température, mais avec beaucoup de surface parce qu'on veut sublimer ça dans le e-commerce. Est-ce que je vais plutôt offrir une gamme la plus large possible, en tout assortiment confondu, plus large qu'un hypermarché? Est-ce que je vais plutôt privilégier le time to market et être capable de livrer mes clients en 1 heure? Voilà, j'ai besoin de ces inputs-là, et ça, c'est justement en étant ouvert avec mes collègues, que ce soit l'IT, le commerce, etc. Ouvert, c'est également ouvert évidemment aux remises en cause. Tout ça, ça veut dire vraiment changer de paradigme assez fortement par rapport à ce dont on avait la façon dont on avait l'habitude de fonctionner. Typiquement, dans un entrepôt, on fonctionnait par picking, qui était par référence. Bon, dans le e-commerce, c'est différent. Donc, parce que si on part du client, on se rend compte que ça n'a pas forcément de sens de le faire comme ça. Ouvert aux innovations et aux technologies, ça c'est évident. On en a pas mal parlé tout au long de la journée, mais ces challenges qu'on est en train de vivre, avec nos moyens traditionnels, c'est à peu près impossible, hein, clairement. Surtout le côté rentable de tout ça. Par contre, avec les nouvelles technologies, avec que ce soit de l'intelligence artificielle et effectivement l'exploitation des données sur les prévisions et sur l'amont, que ce soit de l'automatisation ou de la robotique en logistique, sur le transport du dernier kilomètre, transport sans chauffeur, pourquoi pas, transport collaboratif, déjà c'est hyper agile, transport propre, parce que tout ça, on arrive dans les zones urbaines. Bref, il y a énormément d'innovations et je pense qu'un patron supply chain de demain doit être, il n'est pas forcément expert là-dedans, mais en tout cas, il doit être ouvert à ça. Et puis, troisièmement,
en termes de profil, évidemment, être un manager. Souvent, les équipes supply, c'est quand même des équipes avec pas mal de monde. C'est des équipes en entrepôt, il y a du people. Mais manager, donc de grosses équipes, mais pas que. Manager aussi, et ça fait le lien avec le sujet d'après, mais manager dans le sens où il va être capable de manager des profils très très divers de collaborateurs. Puisqu'on va le voir, mais finalement, dans la supply, la composition des talents, justement, va être assez diverse et variée en termes de génération Y, d'innovation, mais également de métiers plus traditionnels en entrepôt. Et le directeur supply chain, il faut qu'il arrive à jongler avec tout ça. Et en plus, on le sait, les talents sont aussi très exigeants. Donc il y a un niveau d'exigence finalement réciproque. D'accord ? Donc voilà, donc tout ça pour dire sur le patron supply, si je reviens juste 2 secondes dessus, on va avoir beaucoup moins besoin, à mon sens, d'un expert, comme ça pouvait être le cas avant, mais beaucoup plus de quelqu'un capable de travailler en transverse, d'être collaboratif, de capable justement d'être adaptable et agile dans les différentes situations. Et quand je fais le parallèle d'ailleurs avec Carrefour, c'est assez intéressant, parce que si je remonte à quelques années, on était très dans la promotion interne, mais promotion interne dans le même métier. Si je caricature un peu, je démarre préparateur de commandes, je passe cariste, je deviens responsable d'exploitation, responsable d'entrepôt, directeur de site, directeur logistique, et puis le Graal, directeur supply chain. Ça, c'était un peu, c'était beaucoup comme ça auparavant. Après, d'ailleurs, le directeur logistique, la logistique est devenue la supply chain, et on s'est rendu compte qu'il fallait quand même beaucoup plus professionnaliser le métier. Et là, il y a eu une deuxième vague qui était de dire on va aller chercher des directeurs supply chain d'autres secteurs, des vraiment professionnels dans les best in class, dans des grands industriels. Et on s'est mis à s'ouvrir à l'externe et à aller chercher des directeurs supply chain dans d'autres domaines. Mais là encore, finalement, quand vous regardez, on reste très auto-centré sur la supply chain. Alors qu'on est en train de dire l'inverse, que la supply chain, elle est au cœur de l'entreprise, au rouage, et qu'il faut justement être ouvert en transverse. Aujourd'hui, et ça c'est assez intéressant aussi, la plupart des patrons supply qu'on nomme là, dans nos différents pays, ou même et en France d'ailleurs également, on a beaucoup de nominations aussi internes, mais d'autres secteurs. Donc de patrons de région ou d'exploitation de magasins, de directeurs commerciaux, de contrôleurs de gestion, assez variés finalement. C'est intéressant pour moi à double titre. D'une part, ça montre que plus que le savoir-faire, sans doute, le savoir-être maintenant est vraiment primordial, et ça reboucle sur ce que je viens de vous dire. Et deuxièmement aussi, ça montre aussi que la supply intéresse. Avant, la supply, si quelqu'un de la supply allait vers le magasin, c'était une promotion, on va dire. Maintenant, c'est beaucoup plus équilibré, et on a le truc dans les deux sens. Et ça aussi, je trouve que c'est plutôt valorisant, et ça remet un peu les choses, je trouve, dans le bon sens. Donc ça, c'est pour le leader supply. Parce que la présentation elle a été un peu adaptée. Ouais, si. Pour ce qui compose finalement, ou les talents dont on va avoir besoin, ou qu'on va rechercher plutôt. Comme je le disais, il y a différents profils. Il y a tout simplement encore beaucoup finalement nos profils de métiers plus traditionnels en entrepôt. Là, clairement, le talent, ça va être la personne qui va être capable tout simplement de manager, d'animer ses équipes sur des métiers, on n'en a pas trop parlé, mais qui sont quand même encore assez pénibles dans les entrepôts. Si je reprends mon exemple du e-commerce alimentaire, on a mis en place une plateforme très innovante dans le e-commerce alimentaire sur Lyon. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme était un entrepôt avant assez traditionnel qui livrait des magasins de hard discount, d'accord ? Donc au colis, faible nombre de références, tout manuel. Cet entrepôt, on l'a donc complètement transformé puisqu'on l'a mis e-commerce, on l'a mécanisé, automatisé avec plutôt des dernières technologies. Et on prépare à l'unité. Donc le change management des équipes, parce que c'est les mêmes équipes pour le coup, il est juste énorme. Et donc le talent, c'est celui qui va être capable d'embarquer ses équipes et d'arriver à les amener à aller vers ce dispositif-là. Donc ça, pour moi, c'est un talent qui est extrêmement, par exemple, extrêmement important. Et puis après, il y a effectivement d'autres métiers aussi. Il va y avoir notamment beaucoup, évidemment, les chefs de projet.
On est vraiment, s'il y a une fonction où on est très très en mode projet, c'est bien la supply chain, hein, puisqu'on est tout le temps en remise en cause. Là encore, dans cet exemple d'entrepôt qu'on a transformé, le succès de cette réussite, ça a été le change management bien évidemment, mais ça a été aussi dans la préparation du projet, le binôme entre les chefs d'un projet d'un côté qui n'étaient pas experts et qui étaient plutôt généralistes mais en mode projet, et les experts de l'entrepôt en face. Et c'est justement cet ensemble qui a fait que le projet a bien marché. Et en termes de talent, voilà, des équipes en mode projet, prêts à travailler comme ça avec des experts un peu plus technologiques, ça c'est vraiment intéressant. Puis il y a une troisième, je dirais, je ne suis pas exhaustif, hein, ça, je pense qu'on en parlera après dans les tables rondes, mais il y a une troisième aussi catégorie qui est vraiment intéressante, c'est tout ce qu'on observe maintenant avec les innovations. Ça s'est accéléré d'une vitesse quand même phénoménale. Et donc là maintenant, plutôt que de passer sur des projets traditionnels qui durent 1 an, 1 an et demi, comme c'est souvent le cas d'entrepôts automatisés, comment on peut aller plus vite en mode POC, en mode test and learn. Et c'est là où on a d'ailleurs beaucoup à apprendre des jeunes sortis d'école qui sont beaucoup plus techno que nous en général et qui peuvent venir très bien venir me voir, ça m'est déjà arrivé, en me disant bah, tiens, cette solution informatique là, avec cette petite start-up, en 1 semaine je te la développe, quand ma direction informatique me parlait de 6 mois, 1 an. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, du coup, ils nous challengent énormément. Et c'est là où, justement, il faut être ouvert avec eux et de voir comment on peut composer avec tout ça. Donc c'est encore un autre exemple. Mais si on veut accompagner le mouvement, je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à travailler de cette façon-là. Et voilà, donc pour conclure juste, parce que je suis à 0 là, ça y est. Pour conclure, voilà, sur nos talents, je pense qu'on va attendre aussi d'eux, un peu comme nos patrons supply chain finalement, c'est beaucoup sur le savoir-être, je pense. On va attendre d'eux qu'ils soient eux aussi ouverts, en transverse, collaboratifs. C'est pour moi vraiment clé. Et à la limite, la question, une fois qu'on sait ce qu'on veut comme talent, le plus dur maintenant, ça va être d'une part de les attraper, de les recruter, puisqu'ils sont très courtisés, hein, notamment supply chain e-commerce, c'est difficile. Hein. Et une fois qu'on les a recrutés, c'est de les retenir. Donc ça, c'est un autre débat, mais voilà, je vous remercie pour votre attention.